Bienvenue à cette édition de l'Essentiel qui vous présente les faits saillants de la semaine politique à Ottawa. D'abord, le premier débat officiel dans la course au leadership conservateur s'est déroulé mercredi soir à Edmonton. On analyse ce débat avec notre panel de journalistes. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. C'était donc le premier débat officiel qui mettait en scène les 6 candidats dans la course conservatrice. Bon, on se rappelle que Patrick Brown n'avait pas participé au premier débat organisé par un groupe de droite. Alors, je vais commencer avec le format de ce débat de mercredi soir à Edmonton. Je vais vous demander à chacun d'entre vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? Joël Denis, d'abord, sur le format. Bien, le format, parfois, laissait à désirer parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'échanges directs et quand il y avait des échanges directs, c'était les candidats qui choisissaient leur opposant. Donc, c'était pas, ça donnait pas lieu à des échanges soutenus entre les candidats. Et aussi, à un moment donné, il y a eu une période où on demandait aux gens, aux candidats, quel est le livre qu'ils sont en train de lire, leur personnage historique préféré, qu'est-ce qu'ils ont regardé récemment sur Netflix. Ça avait l'air d'une discussion de salon. Donc, pas vraiment un débat, mais une discussion entre amis et autour d'un feu de camp, ça aurait été la même chose, le même effet. Donc, un peu déçu du format. Je vous dirais que ça n'a pas donné les échanges auxquels je m'attendais. Ouais, Catherine, de votre côté? Je vous avoue qu'au départ, j'ai trouvé ça plutôt amusant, là, les sons de trombone, là, quand on tentait là, finalement de mettre les candidats mal à l'aise, là, puis quand ils transgressaient les règles. Mais je me mets à la place là, d'un membre du Parti conservateur qui doit décider pour qui il va voter, qui voulait entendre les idées des différents candidats. Et là, on a eu quelques secondes, chacun sur la guerre en Ukraine, quelques secondes sur la réconciliation autochtone. On n'a même pas parlé de la crise du logement ou de l'accès à la propriété, qui est quelque chose d'extrêmement important. Il n'y a que M. Poilievre qui l'a soulevé en fin de débat. Donc, ça a été très frustrant et je comprends que, on a amplement d'occasions pour leur demander là, finalement leur film préféré ou la série là, qu'ils viennent d'écouter, mais très, très peu d'occasions pour avoir tous les candidats sur scène et d'avoir vraiment leur vision pour l'avenir du pays. Donc, je trouve que c'était une occasion ratée hier. Oui. Yves, pour terminer sur le format de ce débat. Ouais. Bien honnêtement, je me suis ennuyé du débat précédent qui n'était pas organisé par le Parti conservateur. Et il faut dire là que un format où on doit répondre en 15, 30 ou 45 secondes, c'est absolument inintéressant. Après 1 heure, je me disais que je venais de perdre 1 heure précieuse de ma vie et de savoir quel livre ces gens lisaient, ça m'importait peu. Quelle série de télé ils écoutaient, ça m'intéresse encore moins, à moins qu'ils disent que pour se détendre en famille, ils écoutent Walking Dead. Ça m'aurait peut-être surpris, mais pour le reste, il n'y avait absolument rien d'intéressant dans cette première heure. Et la deuxième heure, ça aurait pu être intéressant, mais le format a empêché que ce le soit. Bon, alors, visiblement, unanimité, déception quant au format de ce débat. Maintenant, la question classique, évidemment, qui survient après un débat comme ça en politique, est-ce qu'il y a un gagnant et un perdant? Joël Denis, qui est votre gagnant et qui est votre perdant de ce débat? Il faut se mettre dans le soulier de ceux qui vont voter. C'est pas l'ensemble de la population canadienne, ce sont les membres du Parti conservateur. Et si vous êtes membre du Parti conservateur, votre vote est pas mal acquis à Pierre Poilievre. Mais j'hésite à le décréter gagnant parce qu'il a été la cible de toutes les attaques. Et celui que je pense s'en est mieux sorti, compte tenu du format, c'est Jean Charest, parce qu'il a beaucoup parlé des politiques qu'il voudrait mettre en œuvre s'il devenait chef du Parti conservateur, quel lapsus, et premier ministre du Canada. Donc, pour lui, je pense qu'il a pu se faire valoir davantage, peut-être se réintroduire au mouvement conservateur, parce que ça fait quand même un bout de temps qu'il a quitté la scène fédérale. Donc, pour lui, c'était une belle occasion de se présenter et de présenter des idées qui sont importantes au Parti conservateur. Il a notamment fait allusion à une politique d'occupation du Nord, comme Stephen Harper le faisait. Il allait souvent dans le Nord pour assurer une présence canadienne. Il veut établir des bases militaires permanentes dans le Nord canadien. C'est quand même intéressant pour celui qui peut être intéressé par ce genre de politique. Ouais. Catherine, votre gagnant, votre perdant de votre côté? Si j'avais à choisir un gagnant, je pense que j'irais vers Scott Aitchison, ce député de l'Ontario qui, soyons honnêtes, ne gagnera pas cette course, mais je trouve que, il a été sympathique, il a été drôle hier, je trouve qu'il était positif, il a bien présenté ses idées et franchement, il m'a bien fait rire quand il a dit que s'il devient premier ministre, Jean Charest et Pierre Poilievre auraient une place à son conseil des ministres, là. Donc, moi, j'ai trouvé ça plutôt drôle. Donc, je trouve qu'il s'en est bien sorti de
de manière générale. Pour ce qui est du perdant, écoutez, il y a personne vraiment qui est vraiment ressorti du lot, au risque de paraître que ça sonne cliché un peu, je dirais la démocratie, hein, parce que vraiment avec le format qu'on a eu, je pense pas qu'on a réussi à avoir des réponses très claires et vraiment des échanges d'idées. Et encore une fois, là, je comprends pas pourquoi on restreint autant le débat alors que ça devrait être un débat, un échange d'idées. Yves, votre gagnant, votre perdant. Moi, je croirais que M. Poilievre est le gagnant parce que d'une part, la salle lui était acquise, ce qui est un grand plus. Et c'est lui qui a fait le clip qui a fait la manchette de ce débat ce matin, c'est-à-dire là, de parler du congédiement du gouverneur de la Banque du Canada. Donc, je crois que M. Poilievre a marqué des points auprès de la clientèle conservatrice traditionnelle. Pour ce qui est du perdant, je dirais plutôt la perdante. J'ai trouvé Mme Lewis assez décevante. Je trouvais que, outre les sujets là, sociaux comme l'avortement, ses positions étaient assez faibles et mal articulées. Alors, pour moi, elle était la perdante de ce débat. Bon, revenons maintenant sur ce moment dont Yves nous parlait il y a un instant. Un des moments forts du débat, c'est lorsque Pierre Poilievre a déclaré qu'il congédierait le gouverneur de la Banque du Canada s'il remporte la course à la chefferie, s'il devient premier ministre du Canada. On va écouter cet extrait et on en discute par la suite. The Bank of Canada governor has allowed himself to become the ATM machine of this government. And so I would replace him with a new governor who would reinstate our low inflation mandate, protect the purchasing power of our dollar, and honor the working people who earn those dollars. Mr. Poilievre's suggestion of firing the governor of the Bank of Canada, his suggestion of saying that the Bank of Canada is financially illiterate, is irresponsible. Joël Denis, qu'est-ce que vous avez pensé de cet échange? M. Poilievre est allé un peu plus loin que dans le passé. On l'avait interrogé en mois d'avril à savoir s'il était prêt à se débarrasser du gouverneur de la Banque du Canada. Il n'était pas allé aussi loin. Mercredi soir, il est allé plus loin en disant qu'il voulait se débarrasser de Tiff Macklem. Maintenant, c'est un peu une façon simpliste de présenter les choses. La Banque du Canada a peut-être des torts, mais c'est pas elle qui est responsable de la montée de l'inflation à l'échelle de la planète. Son pouvoir de maîtriser et de juguler l'inflation, elle est quand même assez limitée. Il faut aussi les taux d'intérêt. Et c'est assez rare qu'un chef politique ou un leader politique ou celui qui aspire à diriger le pays s'en prenne ainsi à la Banque du Canada. Ça a été fait dans le passé, mais dans d'autres circonstances. On veut faire un parallèle entre Jean Chrétien et John Crow dans les années 90, mais le contexte est tout à fait différent de ce qui se passe aujourd'hui. Et je pense que ça pourrait se retourner contre M. Poilievre, ce genre de sortie. Oui, Catherine, vous pensez aussi que cette déclaration pourrait se retourner contre Pierre Poilievre? Pas nécessairement, parce que j'ai l'impression que, en fait, ça fait partie de sa stratégie. Il veut se présenter comme le candidat anti-establishment, même si, soyons honnêtes, il fait partie de l'establishment du Parti conservateur, ayant été député depuis les 18 dernières années. Mais ça fait partie de son message. Et ce qu'il faut comprendre au sujet de M. Poilievre, c'est que lui, il se nourrit à la controverse, il en a besoin et il aime ça. Donc, je ne pense pas que lui ni son équipe là pensent que c'est quelque chose de négatif. C'était de toute évidence délibéré. Il voulait absolument sortir ce message-là. Et par ailleurs, ça faisait quand même quelques jours que son équipe disait là qu'il allait avoir une grande annonce là dans les prochains jours. Finalement, il a réservé la surprise là, pour le débat. Mais encore une fois, je pense qu'il s'est fait accuser d'être de parler beaucoup, de s'en prendre à la Banque du Canada, mais finalement de ne pas proposer grand-chose. Là, il est allé un peu plus loin et il veut choquer et de toute évidence, ça marche et ça fait plaisir à ses partisans. Oui, et ça fait beaucoup parler, évidemment. Bon, il y a aussi la position de Pierre Poilievre sur l'avortement qui est revenu le hanter mercredi soir. On va écouter ce court extrait et on en discute dans un instant. A Poilievre government would not introduce or pass legislation restricting abortion. Yves, est-ce que M. Poilievre a exprimé une position claire sur l'avortement? Oui et non. Il a été clair sur le fait que lui, il était pro-choix, mais on ne peut pas aller plus loin à savoir qu'est-ce qu'il ferait si un membre de son caucus proposait un projet de loi privé. Est-ce qu'il y aurait moyen de bloquer ces gens-là ou est-ce qu'au contraire, il laisserait ces gens-là évoluer sur le terrain où ils veulent évoluer? Là-dessus, Jean Charest a marqué des points en disant à M. Poilievre qu'il n'était pas très clair. Et effectivement, il est resté très flou parce que clairement, il ne veut pas déplaire à sa base des conservateurs sociaux.
et ça pourrait éventuellement lui jouer des tours. Bon, un mot sur Patrick Brown maintenant, parce que c'était son premier débat. Qu'est-ce que vous avez pensé de sa performance, Joël Denis? Une performance honorable, mais sans plus. Je ne crois pas que ça va changer l'allure de la course. Et on s'attendait à ce que M. Patrick Brown sorte les dents, sorte les griffes. Ça a été un petit peu le cas, mais pas suffisamment, je pense, pour renverser la tendance. L'autre qui favorise à l'heure actuelle, évidemment, encore une fois, Pierre Poilievre. Catherine, rapidement, est-ce que vous pensez que sa présence a changé la dynamique des débats? Pas vraiment, parce que vraiment, Jean Charest et lui là, se relayaient dans leurs attaques. Je pense que Patrick Brown a marqué quelques points, mais sans plus. Là, je pense qu'il aurait pu être absent. Yves, quelques secondes sur Leslyn Lewis, parce que c'est la seule femme dans la course. Qu'est-ce que vous avez pensé de sa performance? Comme je le disais un peu plus tôt, j'ai pas été impressionné du tout, parce que surtout là, sur des sujets d'ordre économique, elle avait l'air très hésitante et ne semblait pas savoir vraiment où se loger son discours. Alors oui, quand elle parle, par exemple, qu'elle est pro-vie, elle est claire, limpide, c'est peut-être la plus limpide de tous, mais si on déborde de ces sujets-là, on sentait qu'elle n'était pas très, très confortable. Alors, c'est pour ça que j'ai trouvé sa performance très moyenne à ce niveau-là. Pas impressionné. Donc, on va terminer avec le prochain débat qui est organisé par le parti. C'est celui en français qui aura lieu le 25 mai à Laval, au Québec. Bon, on sait que M. Poilievre, M. Charest maîtrisent parfaitement la langue française, évidemment. C'est pas le cas quand même pour les autres candidats dans la course. Joël Denis, à quoi on peut s'attendre de ce débat en français? Ça risque d'être une soirée laborieuse pour les Leslyn Lewis, Patrick Brown, Scott Anderson, Roman Baber, dont on n'a pas beaucoup parlé tout à l'heure, mais donc ça risque d'être un face-à-face avec des spectateurs, ceux que j'ai mentionnés, un face-à-face entre Jean Charest essentiellement et Pierre Poilievre. Donc je vais, comment dirais-je, acclimater mes oreilles en fonction de ce débat parce que la langue française risque d'être un peu massacrée durant la soirée. Donc, vous vous attendez à ce que ce soit peut-être un peu pénible. Catherine, vous vous attendez à quoi de votre côté? Ben, je crois que ce sera moins pénible que les autres débats en français des deux dernières courses conservatrices. Franchement, c'était horrible. Là, au moins, on va avoir au moins deux personnes qui parlent très bien le français. Donc, on risque d'avoir des échanges de fonds. Mais vraiment, ce que j'espère voir, en fait, c'est un différent format. J'espère qu'on va les laisser parler, enfin, et qu'on va pouvoir avoir un réel échange d'idées au lieu de simplement quelques secondes pour chaque sujet. Oui, parce que Patrick Brown, il faut le dire, parle français. Leslyn Lewis a dit hier en débat qu'elle améliore son français. Yves, le mot de la fin sur ce débat du 25 mai. Ouais, ben moi, au contraire, je pense qu'il faudrait qu'ils gardent le format des clips de 15 secondes parce que j'ai l'impression que la plupart des candidats pourront pas aller au-delà de ce 15 secondes-là. Et je trouve Joël Denis très gentil en disant que ça pourrait être laborieux parce que moi, je pense que ça pourrait être bien pire que laborieux. Donc, les attentes sont quand même pas très élevées par rapport à... Non. On peut être surpris quand même, sait-on jamais. Alors, on va... Je pense qu'il vaudra mieux écouter l'avant et l'après-débat. Oui, on va préparer une émission à CEPAC, donc un pré-débat, un post-débat. Vous serez peut-être avec nous à ce moment-là, le 25 mai. Joël Denis, Catherine et Yves, merci beaucoup. Bon week-end à vous et à bientôt. Merci, au revoir. Merci, bon week-end. La pandémie a été particulièrement difficile pour l'industrie touristique au Canada. Avant l'apparition de la COVID, le tourisme représentait plus de 100 milliards de dollars en revenus à l'économie canadienne et soutenait quelques 1,8 million d'emplois au pays. Alors que la saison estivale est à nos portes et que la crainte de la COVID s'atténue, j'ai fait le point sur les attentes de l'industrie touristique avec le ministre responsable, Randy Boissonnault. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir, Esther. Je le disais il y a un instant, la pandémie a été particulièrement difficile pour l'industrie touristique au pays. On pense notamment au secteur de l'hôtellerie, du voyage, de la restauration, entre autres. Jusqu'à quel point ça a été difficile pour l'industrie au Canada? Oh, mais regardez, Esther, ce qu'on a vu, c'est qu'on a vu des propriétaires, des travailleurs qui ont été... ils ont dû quitter leur emploi parce qu'il n'y avait pas de clients, il n'y avait pas de consommateurs du produit. Et juste
pour que si on peut regarder à l'échelle nationale, ça a vraiment causé la moitié du secteur à fermer ses portes. Et c'est grâce à ça que le gouvernement a décidé vraiment de soutenir le secteur du tourisme. On continue à le faire. Et on a investi 23 milliards de dollars dans le secteur pour qu'on puisse rebondir et reprendre nos forces. Et je suis content de dire que ça reprend. On voit que les lignes téléphoniques sonnent, que les gens veulent voyager. Moi, j'ai fait quelques journées cette semaine à Niagara où j'ai parlé déjà avec des gens qui voient le rebondissement du secteur du tourisme. Il y a du chemin à faire, ça c'est clair, et ça va prendre du temps à ce que le secteur reprenne toutes ses forces, mais on est là pour soutenir le secteur. Ouais. Et je dois remercier tous les gens dans le secteur qui ont travaillé si fort pour arriver à ce moment. Oui, c'est ça. On va y revenir là-dessus dans un instant, mais avant la COVID, le tourisme, ça représentait plus de 100 milliards en retombées pour l'économie canadienne et près de 2 millions d'emplois. Est-ce qu'on sait la pandémie a coûté combien à l'industrie touristique canadienne depuis 2 ans? Oh, au moins 50 milliards par année. Donc, on peut regarder ce que ça a coûté 50% de l'industrie par année. Donc, c'est quasiment l'industrie complète sur 2 ans. Et ce que ça a aussi déclenché, Esther, c'est vraiment une reconnaissance auprès des travailleurs, travailleuses de ce qu'ils veulent faire dans leur vie. Et pour nous, c'est vraiment une longue période de rebâtir et de vraiment envoyer le signal aux jeunes, aux personnes dans le secteur que travailler dans le secteur du tourisme, c'est un choix qui peut mener à une belle carrière dans le secteur. C'est pas seulement quelque chose que les gens font quand ils sont à l'université ou quand ils sont au cégep ou quand c'est le premier emploi et ils cherchent à sortir de l'industrie. On veut faire comme les Européens, on veut faire comme les Américains, on veut faire comme les gens en Asie où le choix de carrière en tourisme, c'est vraiment un choix à vie. Et Esther, moi, j'ai un défi à lancer à tout le secteur. Dans une année normale, la France a 8% de leur PIB qui vient du tourisme. Ici, au Canada, c'est 2%. Et comme vous avez dit, ça tombait à 1% lors de la pandémie. Donc, comment ça se fait que dans une année normale, les Français sont 4 fois plus bons que nous à faire du marketing et à attirer les touristes? Donc, pour moi, notre défi, c'est vraiment de réduire cette gamme et vraiment de monter notre PIB en ce qui concerne le tourisme, parce que l'économie des visiteurs, c'est vraiment une économie qui bénéficie les femmes, les personnes racialisées, les personnes LGBT. 56% de main-d'œuvre en tourisme, c'est en Canada rural. Et donc, pour moi, notre mission en commun, ça doit être de booster le tourisme d'un océan à l'autre. Ouais. Et ça, c'est pourquoi j'aime ce dossier. Oui. Bon, parlons de ce qui s'en vient là, dans les prochaines semaines, les prochains mois. Parce que l'Organisation mondiale du tourisme s'attend à un début de saison touristique qui sera encore perturbé par le variant Omicron. Il faut le dire, il y a encore des craintes par rapport à la COVID. Vous vous attendez à quoi, justement, au Canada? Mais regarde, moi, je vais descendre aux États-Unis pour dire clairement aux Américains en juin que le Canada est ouvert, qu'on veut qu'ils reviennent. Il va falloir envoyer le même message à notre deuxième plus grande clientèle, les Britanniques. Et aussi, il va falloir faire du chemin avec Destination Canada, avec tous nos autres visiteurs de l'Europe et de l'Asie. Et je pense qu'il faut dire que les Chinois vont pas retourner en si grand nombre pour le moment à cause de leur mission de zéro COVID. Mais on sait que les Coréens, des Japonais, des personnes à travers l'Asie veulent venir ici au Canada. Les Indiens aussi. C'est un énorme pays et je pense qu'on peut beaucoup percer avec notre stratégie Indo-Pacifique à attirer plus de gens de l'Inde. Mais aussi, pour nous, comme le gouvernement, c'est de faire notre rafraîchissement, si on peut dire, de notre tourisme de croissance, notre stratégie fédérale pour la croissance du tourisme. Et moi, je vais être capable d'avoir plus de dire sur ça à mi-mai. Et parce qu'on avait un plan, mais là, la pandémie a coupé le plan, a coupé les ailes du plan. Donc, pour moi, c'est très important qu'on refait cette stratégie, qu'on le met à jour en 2022 et qu'on travaille avec les partenaires à travers le pays pour avoir un plan stratégique. Oui, le temps file, Monsieur le ministre. Je veux revenir avec vous sur l'aide de votre gouvernement. On sait qu'Ottawa a déjà aidé l'industrie touristique au cours des 2 dernières années. Vous nous avez dit d'entrée de jeu, jusqu'à 23 milliards de dollars. Ça n'a pas empêché la fermeture de milliers d'hôtels, de restaurants, de commerces reliés à l'industrie touristique et la perte, évidemment, de milliers d'emplois. Est-ce que votre gouvernement en a fait assez, vous pensez, pour soutenir l'industrie touristique pendant cette pandémie?
Mais je pense qu'on peut dire que mieux est toujours possible, mais je peux vous dire que sans les investissements de notre gouvernement, on aurait vu des pertes énormes et vraiment un secteur qui aurait pris des années et des années à se redévelopper. Et je suis content de voir avec ce que j'entends déjà de nos homologues provinciaux et Destination Canada que la relance est ici. Les gens veulent attirer les visiteurs. Déjà, on entend des lignes aériennes que la demande est là. On va voir des nouvelles routes aussi. Donc, moi, j'ai beaucoup d'espoir pour le secteur, mais chaque jour, chaque mois, chaque semaine qu'on peut aider et soutenir le secteur touristique, c'est exactement ce que le gouvernement va faire. Il nous reste quelques secondes. Je vais vous entendre en terminant sur l'industrie touristique de façon générale parce que la pandémie, on le sait, a chambardé nos vies, nos façons de faire, nos façons de vivre. Jusqu'à quel point ça va avoir changé nos habitudes en matière de tourisme également, selon vous? Je pense que c'est toujours la question de santé et sécurité en premier et ensuite le voyagement. Mais je sais que moi, je suis tanné de faire seulement les Zooms et les Hollywood Squares. Moi, je préfère voir les gens en personne et j'encourage les gens de voyager en sécurité et de vraiment continuer à visiter des endroits à travers le Canada. Mais j'encourage les visiteurs internationaux de vraiment venir ici goûter le Canada parce que s'ils le font une fois, ils vont retourner 4 ou 5 fois après. Oui, c'est ça. Et nous, ce sera un plaisir de vous revoir en personne en studio, Monsieur le ministre, éventuellement. Alors, Randy Boissonnault, je rappelle que vous êtes ministre fédéral du Tourisme. Merci beaucoup de votre temps. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. La hausse du coût de la vie, on le sait, préoccupe une majorité de Canadiens à l'heure actuelle. L'un des facteurs responsables de l'inflation, c'est le problème au sein des chaînes d'approvisionnement mondiales. Pour tenter d'en apprendre davantage sur ce phénomène, je me suis entretenue avec Martin Imblot, le grand patron du Port de Montréal. Bonsoir, M. Imblot. Bonsoir, Mme Bégin. Le port de Montréal est l'un des plus importants ports de tout l'Est du Canada. Parlez-nous d'abord des défis que vous rencontrez au port de Montréal dans les chaînes d'approvisionnement. En fait, les chaînes d'approvisionnement, pour tout vous dire, elles sont sans dessus-dessous partout sur la planète. Donc, les défis sont pas tant au port de Montréal. Je vous dirais même que l'on est relativement épargné au port même parce qu'on n'a pas tant d'enjeux ni de délais ou d'enjeux logistiques très importants. Mais ce qui rentre et qui sort, ben ça a des impacts importants parce que ça coûte plus cher et il y a des délais planétaires. En fait, c'est de loin la plus importante crise logistique de l'histoire pratique de l'industrie maritime. Et c'est la pandémie qui est venue bousculer là, toutes les habitudes de fabrication, de consommation et de logistique. Oui, avant de parler des causes, juste un détail pour revenir sur le port de Montréal, parce qu'on sait que le port gère plus de 2000 navires par année et jusqu'à 2500 camions par jour. Donc, ce que vous nous dites, c'est que les problèmes dans les chaînes d'approvisionnement, ça touche pas les marchandises qui transitent au port de Montréal? Pas du tout? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de retard dans le volet maritime. Les navires arrivent à Montréal pas mal en temps et repartent en temps parce qu'il n'y a pas d'attente chez nous au port de Montréal. Mais avant de partir, ils peuvent être terriblement en retard et le temps que les commodités se rendent chez les consommateurs, ça aussi, ça peut être en retard. Le camion, lui, va très bien. Le rail va bien. Mais la chaîne logistique entre la production puis le bateau, c'est ça qui est le problème partout. Donc, c'est pas tant le port, mais avant que vos marchandises, les marchandises des Ontariens et des Québécois arrivent au port, ça, c'est vraiment là très difficile présentement. Puis c'est vrai, comme ça, partout sur la planète, la côte américaine et l'Asie, ils font pas exception. Bon, parlons justement à des causes de ces problèmes dans les chaînes d'approvisionnement de façon générale, parce qu'on parle beaucoup depuis 2 ans de la pandémie, vous l'avez noté il y a un instant. Qu'est-ce qui explique les problèmes dans les chaînes d'approvisionnement qu'on constate dans le monde entier en ce moment? On avait réussi au cours des 30 dernières années à optimiser les chaînes logistiques avec une logique de juste en temps où c'était vraiment là, un balai là, incessant qui roulait tout le temps. Ce que la pandémie a fait, c'est que, 1, la production en Asie a cessé. 2, ça a créé des délais dans l'acheminement de certains biens. Et 3, les consommateurs occidentaux se sont mis à consommer littéralement comme des fous. Et donc, l'augmentation de la demande, une baisse de l'offre, le navire au milieu a juste pas été capable de suivre et donc les conteneurs, 90% des biens de consommation de la planète passent par un conteneur partout sur la planète, ben, ils se sont retrouvés à la mauvaise place au mauvais moment et coûtent aujourd'hui 2,
3 et 5 fois plus cher pour être disponible. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, les chaînes logistiques sont une des causes de l'inflation que vous voyez depuis quelques mois. Oui, parce que, vous parlez des conteneurs, parce qu'on sait qu'il y a des longs délais de déchargement des navires dans les ports de la côte ouest, comme le port de Los Angeles, par exemple. Concrètement, ça veut dire quoi comme problème? C'est des navires qui attendent à l'ancre pendant quelques jours ou quelques semaines, et donc ce sont des centaines de milliers de conteneurs qui ne peuvent pas être déchargés. Et s'ils ne sont pas déchargés, ça veut aussi dire qu'ils ne peuvent pas repartir avec des commodités. Et ces conteneurs-là sont donc pas disponibles pour cette rotation-là, ce qui fait que, comme impact économique, quand des exportateurs du Québec ou de l'Ontario veulent louer des conteneurs, donc pour transporter leurs marchandises, ils ont des délais dans leur chaîne et aussi ça leur coûte beaucoup plus cher et ça affecte la compétitivité de certaines entreprises. Oui. Je veux revenir justement sur les causes parce que vous parliez de la pandémie il y a un instant. On sait qu'il y a la guerre en Ukraine qui s'est ajoutée à ça. L'Ukraine qui est un important producteur de blé et de céréales. Quel est l'impact de la guerre en Ukraine sur les chaînes d'approvisionnement, le cas échéant? Présentement, sur les chaînes logistiques globales, il y a encore relativement peu d'impact. Les chaînes énergétiques, elles, je les mets de côté parce qu'elles sont déjà complètement défaites. Donc, l'acheminement de pétrole et de gaz, le conflit a défait littéralement ces chaînes-là. Pour les autres biens de consommation, ça va venir au cours des prochains mois. Et ce qui est inquiétant, c'est qu'il y a beaucoup d'équipages sur la planète qui sont russes ou ukrainiens. Et donc, l'impact va se faire sentir. Et je vous dirais qu'au port de Montréal et au Canada, on a une préoccupation importante sur l'acheminement des céréales de l'Ukraine vers certains pays. Et le Canada aussi est un exportateur important. On va voir comment ça va impacter les chaînes logistiques, mais également l'économie du Canada au cours des prochains mois. Oui, donc ça pourrait avoir éventuellement un impact au Canada. Si ça dure, indéniablement, ça va finir par rattraper. Tout est tellement imbriqué dans ce commerce international-là que ça va finir par nous rattraper, c'est certain. Oui. Évidemment, avec les prix qui augmentent, les consommateurs se demandent s'il y a une lumière au bout du tunnel. Est-ce que vous voyez un retour à la normale dans un avenir rapproché, M. Humbleau? Pour quelques mois, ça va être encore difficile. Évidemment, vous l'avez mentionné, le joker, c'est le conflit en Ukraine et combien de temps il va durer. S'il fallait que ça se prolonge et qu'on ait des enjeux d'approvisionnement, notamment de grains pour l'Afrique, là, ça risque de perdurer. Historiquement, les chaînes logistiques et les chaînes maritimes se sont bien adaptées aux difficultés après un certain temps. Donc, 22 va être probablement encore difficile. On espère qu'en 23, on va voir quelques rayons de soleil là, pour aider les entreprises du Québec et de l'Ontario et du Canada parce que ça coûte excessivement cher présentement, c'est certain. Donc, il faudra, à la lumière de ce que vous nous dites, attendre jusqu'en 2023, jusqu'à l'an prochain. Entre-temps, est-ce qu'on doit s'attendre à ce que les prix des biens de consommation continuent d'augmenter? Je ne peux pas me prononcer sur les biens de consommation en général, mais les chaînes logistiques coûtent aujourd'hui plus cher. Ça coûte plus cher amener et envoyer des commodités que dans le passé. Ça devrait se résorber à moyenne échéance. Et on est en train de voir des changements structurels dans les chaînes d'approvisionnement. Il y a des investissements qui se font. Le Canada est en train de développer une politique pour avoir une résilience accrue dans les chaînes d'approvisionnement. Même chose pour les autres gouvernements provinciaux. Donc, ça va finir par se rétablir, mais j'ai pas de boule de cristal. Je suis pas capable de vous dire exactement quand on va voir ça. Ouais. On va continuer à suivre ça, évidemment. Martin Humbleau, je rappelle que vous êtes le grand patron du port de Montréal. Merci beaucoup de vos lumières. C'est très apprécié. Merci. Merci de m'avoir reçu. Bonne soirée. Au revoir. Alors voilà, ça complète notre revue de l'actualité politique à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de semaine et je vous dis à lundi.